Bonjour, bonjour et bienvenue à tous sur 100% Live pour votre émission basket dans la raquette. De retour après une petite période de pause, on est très content de vous retrouver sur les ondes de la web radio de Sport pour parler basket, pour débattre, pour blasphémer, pour tout ce qu'on aime un petit peu dans le basket après cette saison régulière exceptionnelle. Aujourd'hui, à mes côtés, pour vous retrouver, pour débattre, pour discuter, un habitué de 100% Live qui fait son retour en même temps que l'émission, un homme qui a vécu une saison compliquée parce que les Warriors n'ont pas forcément été au niveau attendu, mais un homme qui a quand même beaucoup apprécié le niveau d'un Curry, quasiment MVP cette saison. Bon, ça ne sera pas le débat de cette semaine, mais ça sera un truc intéressant à discuter aussi. Monsieur Antoine Pékia est avec nous cette semaine. Comment vas-tu, Antoine? Très bien, très content que tu m'honores avec les Warriors. Enchanté de faire cette émission. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé basket avec vous et je suis très content de retourner sur ce plateau pour discuter NBA. Écoute, on est très content de te réaccueillir. Ça fait très plaisir de voir 100%, de revenir sur 100% d'aide avec dans la raquette. Ça fait très longtemps, comme tu l'avais dit. Et également avec nous aujourd'hui pour discuter basket, quelqu'un qui a aussi vécu une saison pas compliquée, mais qui n'a pas vibré totalement pour les playoffs. Hein. Quelqu'un qui était un petit peu dans la même situation que Monsieur Pekia auparavant. Notre fan des Spurs, Louis Prevot est avec nous. Comment vas-tu, lui, aujourd'hui? Ça va très bien, ça va très bien. Ça fait un mois que je suis en... Non, pas un mois, un peu moins d'un mois que j'ai pas vu mes Spurs et ça me manque un peu, mais ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour parler basket avec vous. Écoute, on est très très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Messieurs, je pense qu'on va pouvoir y aller, on va pouvoir rentrer dans la maquette. Chers auditeurs, installez-vous parce qu'on va rentrer, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. Au sommaire aujourd'hui, des petites infos, des retours sur les matchs qui se sont passés hier, des previews du second tour et évidemment le grand, l'unique, le désormais reconnu, le quiz de fin d'émission qui, messieurs, je vous l'annonce, risque d'être légèrement corsé. J'espère que vous avez quelques connaissances sur un joueur qui me tient particulièrement à cœur. Je ne donne pas plus d'indices pour l'instant, mais vous verrez. Si vous connaissez ce joueur, vous risquez d'être content. Si vous ne connaissez pas trop sa vie, ça risque d'être compliqué pour vous. Vous allez vivre les dernières minutes d'émission assez compliquées. Messieurs, je vous propose qu'on rentre directement, qu'on commence cette émission avec quelques petites infos qui sont tombées ces dernières semaines, quelques petites infos, quelques petites brèves, quelques infos également sur le premier tour. On va d'abord rentrer avec l'actualité, avec des news qui sont tombées dans les derniers jours, avec des coachs qui ont pris la porte. Le premier d'entre eux, la news la plus récente, et ça concerne une équipe qui n'a pas fait les playoffs. C'est Steve Clifford qui a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec le Magic. Steve Clifford qui était en poste depuis maintenant quelques saisons, qui avait réussi à ramener le Magic en playoff autour d'une équipe composée de Nikola Vucevic, Gordon ou encore Evan Fournier, et qui a donc vécu l'explosion de cette équipe lors de sa précédente trade deadline. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé du bilan de Steve Clifford à Orlando? Est-ce que pour vous, sa venue a été une réussite? Est-ce que vous pensez qu'il aurait dû faire plus? Comment est-ce que vous voyez cette période Steve Clifford au Magic? Bah, franchement, il avait pas un effectif top tier, il pouvait pas faire grand-chose, il a quand même réussi à ramener le Magic en playoff depuis... Parce qu'ils étaient pas allés depuis un moment et bah, on a vu le premier match c'était contre les Raptors, je crois, avec un 3 points de DJ Augustin. C'était des grands moments pour la franchise d'Orlando. Et donc, c'était très bien pour eux. Mais bon, là, avec la reconstruction qui s'annonce, c'était peut-être mieux pour lui de partir. Donc, le bilan est mitigé, mais au final, il y a quand même des bons souvenirs avec bah, tout ce qui est, vous savez, DJ Augustin, Evan et tout, Aaron Gordon. Donc, il a fait le boulot, mais ça n'a pas été non plus extraordinaire. Antoine, est-ce que tu es d'accord un petit peu avec Louis? Est-ce que tu penses qu'il n'avait tout simplement pas l'effectif pour faire mieux que de ramener le Magic en playoff? Avec ça. Alors après, il faut quand même rappeler qu'en 2019, ils sont champions de la division Sud-Est. Il apporte quand même un titre presque honorifique, mais quand même à noter à la franchise. Et puis il a quand même développé des bons joueurs. Evan Fournier est devenu un très bon joueur sous ses ordres. Vucevic est aussi un joueur très qualitatif et il a pu avoir l'opportunité d'aller aux Bulls. Aaron Gordon aussi qui est parti. Il y a beaucoup de jeunes dans le roster maintenant du Magic d'Orlando. Donc pas sûr que ce soit un coach qui ait voulu rebâtir quelque chose. Je suis pas sûr que Steve Clifford avait envie de repartir de néant avec l'Orlando qui a quand même vécu une fin de saison très compliquée sans playoff. Donc
à voir avec qui ils vont vouloir reconstruire leur équipe. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, Wendell Carter Jr., Markel Fultz, Mobamba, hein, qu'on attend toujours au tournant. Donc à voir ce que peut donner ce roster avec un nouveau coach et de nouvelles idées. Tu l'as dit, il y a vraiment énormément de jeunes. On peut aussi citer Jonathan Isaac qui était de cette saison, Paul Anthony qui a été drafté l'année dernière. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de talent. Il y a surtout un à deux choix très très haut placés cette année dans la draft, si je ne me trompe pas. Il devrait avoir un pick dans le top 4 et un autre aux alentours top 10 s'il récupère le pick de Chicago. Contredisez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça au niveau Ouais, c'est ça. des autres dans la loterie. Et c'est quand même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un coach qui veut construire une franchise de zéro et qui veut vraiment imposer ses principes, le Magic, ça ressemble quand même à un des beaux projets à prendre pendant l'intersaison. Ah ouais, Ouais, complètement. Le Magic, on peut espérer qu'il récupère deux très gros joueurs, hein. Là, je regardais sur le mock draft, il serait troisième et huitième en récupérant celui de Chicago. Donc ça fait deux bons joueurs dans le top 10. non, ouais, c'est sûr. Et on a vu aussi, je sais pas si vous avez vu, il y avait peut-être, ce serait Terry Stotts, le prochain. Bon, c'est que des rumeurs, donc on peut pas complètement plonger dedans, mais il ferait partie des idées du front office d'Orlando pour reprendre Ouais, effectivement, les ouais. rênes. Effectivement, comme tu dis, ouais, Terry Stotts qui serait apparemment pisté par le Magic, ça me permet de t'envoyer sur la deuxième news qui est tombée à peu près à quelques jours avant la veille, je crois, de l'annonce de la fin de la collaboration entre le Magic et Steve Clifford. C'est tout simplement le renvoi du coup de Terry Stotts, qui était en poste depuis maintenant plusieurs saisons avec les Blazers. Les Blazers qui ont vécu une saison assez chaotique, enfin chaotique n'est pas le bon terme, assez compliquée, avec un bilan assez mitigé, mais Terry Stotts qui a quand même fait des belles choses à Portland. Il a notamment emmené en finale de conférence il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous, même question que pour Steve Clifford, qu'est-ce que vous pensez du bilan de Terry Stotts qui, intrinsèquement en termes de performance pure, sont quand même bien meilleur avec ses nombreuses qualifications en playoff et cette finale de conférence il y a quelques années. Bah, en vrai, il a eu, là, en ce moment, il a eu des gros problèmes, surtout, comment dire, pour passer un cap. On peut dire que là, Portland, c'est pas vraiment un contender, je pense. Il manque encore quelque chose, un peu à l'image de Dallas ou quelque chose comme ça. Donc, il a fait le boulot. Comme tu l'as dit, il a été en finale de conf, même si l'arbre était un peu tronqué, je me souviens plus trop, mais du coup, et ça tape Denver au game 7 avec un match de CJ McCollum incroyable. Mais l'arbre était un peu tronqué, c'était plus simple de l'autre côté, si je me souviens bien. Mais c'est déjà ça, c'est quand même une finale de conf. T'arrives dans le dernier carré des playoffs, c'est quand même bien. Mais on n'a jamais vraiment cru que Portland était vraiment un contender très sérieux. Et c'est dommage parce qu'ils ont ça, quelques joueurs et surtout Lillard, pour être contender. Et on a eu récemment, donc là c'était vraiment juste avant, euh, Neil Oshie en conférence de presse. C'est Trash Talk qui ont traduit tout ça sur Twitter et qui disait que, euh, entre guillemets, hein, entre les lignes, c'était un peu de la faute de Neil Oshie que de la faute de Terry Stotts que les Blazers ne soient pas allés plus loin que ça, et surtout cette saison en mettant en cause ses capacités à donner un vrai potentiel défensif à cette équipe. Mais voilà, ça va être compliqué quand même pour les Blazers si ça ne bouge pas au niveau de l'effectif, je pense. Ouais, comme tu disais, pour compléter un peu ce que tu disais, il y a 2 ans, quand ils accèdent aux finales de conférence, ils tapent le Thunder 4 ans au premier tour avant de sortir les Nuggets en 7 manches. Antoine, qu'est-ce que tu penses de Terry Stotts? Est-ce que tu penses aussi qu'il y avait vraiment trop de limites défensives et que son bilan est un peu, pas nuancé, mais un peu frappé par une sorte de Lillard dépendance qui rehausse un peu un bilan qui aurait été plus bas dans une autre franchise? Ouais, ouais, je suis d'accord. De toute façon, les stats de Terry Stotts avec Portland, où il a jamais eu un deuxième joueur incroyable à côté de Lillard, elles sont frappantes. Il y a quatre éliminations au premier tour en playoff, une seule demi-finale de conférence, une seule finale de conférence, non, deux demi-finales de conférence, pardon, et une seule finale de conférence contre Golden State dans la saison 2018-2019. C'est compliqué de l'incriminer complètement parce qu'il a jamais eu vraiment des joueurs à disposition pour aller plus loin, jamais eu un effectif les qualifiant comme vous disiez tout à l'heure de contender.
Donc c'est vrai que il a fait son temps, en tout cas ça c'est sûr à Portland. Il a fait 9 saisons, donc là on peut pas. Enfin, au bout d'un moment on se rend compte que c'est trop et qu'il peut pas amener son équipe jusqu'au bout. Mais c'est vrai que l'effectif qu'il avait à disposition n'était pas incroyable non plus. CJ McCollum a jamais été au niveau d'un Lillard pour former un backcourt conséquent. Au niveau des intérieurs, il a un peu bégayé entre Nurkic et Kanter quand le premier nommé est revenu. Alors que Giannis Kanter faisait quand même une bonne saison avec Portland. Et puis en playoff, Kanter il tournait à 3 minutes par match alors que Nurkic était à 30 ou 35. Donc il n'a jamais trouvé ce bon équilibre, en tout cas au niveau de ses pivots. Et puis c'est vrai que l'élimination contre Denver au premier tour a peut-être été fatale, et a peut-être brusqué son départ de Portland. Et justement, tu parles de cette élimination brusque, on va peut-être en dire un petit mot, mais on y reviendra un peu plus tard. Les Nuggets et leur qualification en second tour. Mais si on a clairement vu les limites défensives de Portland dans cette série et un CJ McCollum qui est pas vraiment, c'est un peu rude, mais qui est pas le lieutenant dont Lillard aurait besoin pour porter Portland au bout. Est-ce que vous voyez, tiens, petite question, est-ce que vous voyez CJ McCollum être trahé dans les jours, mois, semaines à venir, ou est-ce que vous pensez que Portland va continuer à faire confiance à son duo Lillard-McCollum dans le futur? Je sais pas s'il va être tradé parce que j'ai pas le contrat sous les yeux, mais ça doit pas être un petit contrat. Euh, donc déjà il y a ça, il faut le trader contre quelque chose et j'ai du mal à voir des destinations plausibles. Cependant, je pense que c'est quand même, ce serait la meilleure chose à faire parce que il faut passer un cap et le front office, donc Neil Olshey des Blazers, a souvent été un peu trop mou sur ses décisions, essayer de garder toujours son petit backcourt et ça n'a pas marché. Donc là, il faudrait peut-être essayer de trouver, faire prendre une décision lourde, tenter un all-in et si ça passe, eh ben, ce serait trop super bien pour Portland et si ça passe pas, tant pis, on aura essayé et parce que on a vu que si on faisait rien, ça allait pas marcher, donc autant essayer, je pense. Après, faut trouver le trade, quoi. J'en ai regardé le contrat de CJ McCollum sur les prochaines années, c'est plus de 30 millions la saison sur les 3 prochaines saisons. Ça, C'est 100 30 millions sur millions. 3 ans. Hein. Ouais, bah, il a été prolongé en 2019, donc son contrat est encore tout frais. C'est vrai que pour une destination, ça va être compliqué de trouver un partenaire d'échange qui accepterait d'absorber un contrat aussi long et aussi volumineux, bien que CJ McCollum soit toujours peut-être en option numéro 2 derrière un Lillard, ce n'est pas suffisant. Antoine, peut-être un dernier mot sur les Blazers avant de passer à autre chose. Est-ce que tu vois un candidat peut-être se dégager pour la reprise de Portland? On sait que Jason Kidd a été notamment évoqué, ce serait apparemment le choix de Damian Lillard, même si le dernier a récemment démenti ces rumeurs et dit qu'il n'avait absolument aucune préférence. Est-ce que tu penses que Jason Kidd serait un bon choix? Est-ce que tu verrais quelqu'un d'autre? Ou est-ce que tu n'as pas vraiment d'avis sur la question? Ouais, j'allais en parler, que j'avais vu des rumeurs sur Jason Kidd qui pourrait arriver à Portland. Pour moi, ça serait une plutôt bonne solution, surtout si Dame le valide. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lillard, pour moi, en tout cas, va rester. Il est trop attaché à la franchise. Il a dit maintes et maintes fois qu'il resterait à Portland coûte que coûte. On sait que de toute façon, dans l'Oregon, c'est un petit marché. Donc, que pour attirer une deuxième, voire une troisième grosse star à ses côtés, il faudra envoyer les billets comme il a été fait à Utah, à Salt Lake City pour garder Gobert. Donc, si en tout cas Portland veut aller plus loin, en tout cas en playoff, il faudra signer, je pense, une grosse star à côté de Lillard et ça risque d'être coton. Yes, on verra comment ça évolue dans les prochains jours. Dans tous les cas, Lillard étant, Portland s'étant fait éliminer, les rumeurs vont aller montrer dans les prochains jours, les prochaines semaines sur Lillard. On verra bien au cours de l'intersaison si ce dernier reste à Portland ou si aussi Portland décide de l'envoyer autre part. Des Knicks, comme à chaque fois qu'il y a une grosse rumeur. On verra bien où tout ça atterrit. Messieurs, passons à la suite, passons à une autre information qui est tombée ces derniers jours. Le départ de Danny Ainge, l'architecte des Celtics ces dernières saisons, qui va vraisemblablement laisser sa place à Brad Stevens dans les bureaux. Après une saison somme toute assez compliquée pour les Celtics, un 7e à l'Est, passage par le play-in, une élimination assez dure au premier tour des playoffs contre Brooklyn, ils n'ont pas vraiment rivalisé.
Messieurs, si vous deviez tirer le bilan de la saison de Celtics, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que tout ça a été, est-ce que Jason Tatum a été l'arbre qui cachait la forêt? Il y a quand même des choses positives à retenir. Est-ce que tout était acheté? Quel est votre avis un peu sur la situation de Boston à l'issue de cette saison 2020-2021? Non, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses, de très bonnes choses même à retenir. Il y a Jaylen Brown et Jason Tatum qui ont été All-Star. Jaylen Brown a été même, je pense, un candidat au MIP et même s'il était déjà un très bon joueur, il a quand même passé un cap cette année. Donc franchement, il y a quand même de l'avenir. Sa blessure est venue au pire moment, juste avant les playoffs. Donc c'est sûr que ça a été compliqué en post-season. En plus, tu tombes contre l'armada des Nets, donc c'est très compliqué. Mais malgré ça, il y a quand même eu un craquage après l'élimination contre les Nets, même si je pense que c'est un truc qui se passe pas en une nuit ou enfin en quelques jours. Euh, Daniel qui s'en va, Brad Stevens qui change de poste, qui laisse le poste de coach libre. Donc c'est une page qui se tourne, même peut-être plus qu'une page, c'est un grand tournant pour la franchise. Mais il y a quand même une continuité avec un effectif qui serait qui, qui est solide. Par contre, il y a très peu, je vois très peu, à part, je dirais peut-être les Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, je pense même pas. Peut-être Robert Williams, des mecs comme ça, de joueurs qui pourraient être tradés. Enfin, je vois bien Jason Tatum, Jaylen Brown rester, mais je vois pas mal je pense que Boston pourra faire pas mal de moves cette intersaison. Donc il y a un socle, mais je suis pas sûr que ça continue vraiment tout droit. On peut peut-être un petit mot aussi sur les Celtics. Notamment, on peut penser du coup, au départ de Brad Stevens, qui va du coup prendre la place dans les bureaux de Danny Ainge, mais qui laissera sa place sur le banc. Donc, il faut un nouveau coach à Boston pour mener ce groupe. Est-ce qu'on va peut-être pas partir aussi sur un ménage du côté de l'effectif? On sait que Kemba Walker avait compliqué, qu'il a un gros contrat. Comment est-ce que tu vois 2021-2022 une saison de transition, une saison de Je pense, confirmation, un effectif qui reste, un effectif qui bouge? je pense qu'on va rentrer dans une légère transition aux Celtics. Le problème Kemba Walker, pour moi, est toujours présent. C'est un joueur qui n'a jamais euh, apporté autant que espéré du côté de Boston. Au contraire, on a eu des joueurs qualitatifs comme Marcus Smart ou même Robert Williams qui se sont révélés, je trouve. Dans l'adversité, ils ont réussi à performer. Peyton Pritchard qui a fait aussi des bons matchs, je trouve. Et l'ajout d'Evan Fournier, bien qu'il soit agent libre cet été, a été intelligent. De l'autre côté, on a pas mal de joueurs qui n'ont pas assuré ou qui n'ont pas donné toutes les garanties. Et donc, comme je le disais, Kemba Walker. Donc, c'est vrai qu'il va falloir trouver un coach qui arrive à assurer tout ça, ce mélange compliqué entre des très gros stars, des jeunes joueurs et des mecs qui parfois passent complètement au travers d'une demi-saison, d'une saison complète. C'est pas facile à Boston, surtout quand on voit les performances de Terry Rozier du côté de Charlotte, de se dire qu'on a lâché un mec comme lui pour Kemba qui amasse sur tous les millions. Donc, voir surtout, je pense que c'est le point névralgique de trouver un bon meneur. Il n'y en aura pas beaucoup sur le marché cet été, donc il va falloir être précis du côté du front office des Celtics. Donc, je vois plus une ou deux saisons de transition avant de revenir sur le devant de la scène parce que ça reste les Celtics avec 17 bagues de champions. Donc, ça serait trop dur de les voir loin du haut du panier l'année prochaine. Et puis surtout, comme vous avez dit, avec deux joueurs comme Jalen Brown, le futur s'annonce radieux, donc il va juste falloir réussir à bien construire, à trouver un équilibre, à trouver un coach qui arrive à mener cette barque. Monsieur, un dernier petit mot sur les séries, dernière petite info avant de passer à notre principale information de la semaine, à savoir le match 7 entre les Clippers et les Mavs hier. Un petit mot sur l'élimination de LeBron James en playoff. Sa première élimination au premier tour en carrière, hein, il a sur 14 qualifications consécutives en demi-finale de conférence. Il vient de faire sa première série contre les Suns. Qu'est-ce que vous avez pensé des Lakers? Est-ce que vous avez... Wow. Oh là, bon Dieu, calmons le rythme. Est-ce que vous les avez trouvés décevants? Est-ce que vous avez trouvé simplement que les Suns les ont outplay, étaient meilleurs, étaient au-dessus? Est-ce que vous pensez que votre avis général un petit peu sur cette élimination des Lakers?
Bah, moi, je sais que j'ai pas été très emballé par la série déjà. Je sais même pas pourquoi, parce que j'ai beaucoup regardé les Suns pendant la saison régulière. Mais déjà, il y a eu la blessure de Anthony Davis, et puis j'aime pas du tout voir les Lakers jouer cette année. J'aime, je sais que c'est une super bonne défense, que c'est LeBron quand même. Mais je sais pas, j'ai jamais pris trop de plaisir cette année à les voir jouer, donc je me suis pas trop intéressé. Mais je suis quand même content pour les Suns qu'ils aient gagné, mais du coup pour les Lakers, bah comment dire, c'est d'un côté c'est décevant parce que c'est les Lakers, tu perds pas au premier tour. Enfin il y a une comment dire, il y a une puis c'est LeBron aussi avec il y a un standing à respecter au Staples Center, mais ils vont sûrement revenir. C'est pas encore fini, le cycle est pas encore fini. Donc je pense que ce n'est que partie remise, mais c'est quand même décevant le champion en titre qui sort des premiers tours. Antoine, même sentiment, une déception pour les Lakers qui pourtant semblaient mieux armés limite que l'année dernière avec un supporting cast absolument énorme autour de Dennis Schroeder, André Drummond ou Montrezl pour ne citer que. Grosse déception du côté des Lakers. On sent que Davis avait apporté beaucoup à cette équipe l'année dernière et là, le fait qu'il n'ait pas pu jouer en pleine possession de ses moyens, ou voire pas du tout, a été fatal à l'équipe. Schroeder, je l'ai trouvé assez peu concerné par ses playoffs. Je l'ai vraiment pas trouvé bon. Et puis, il faut quand même saluer la performance des Suns qui a été vraiment exceptionnelle. On a eu un Jake Crowder de feu, euh, Ayton, Cameron Payne, Chris Paul, enfin, tous ont vraiment été concernés par la série. Et Devin Booker, bien sûr, qu'on ne peut pas oublier. Donc, on a vraiment 6 ou 7 joueurs qui ont été incroyables. Coach Monty Williams qui a vraiment surfé sur la dynamique de l'année dernière en la bulle, on se rappelle, où ils avaient fait un 8-0 magistral sans pour autant se qualifier. On sent que quelque chose est né du côté de l'Arizona et c'est tant mieux pour le basket. Bah, écoute, on va pas s'éterniser sur les Suns, on en reparlera dans quelques minutes quand on abordera la série du second tour. Avant ça, messieurs, la grosse actualité du week-end, le match que tout le monde a suivi hier, le match 7 entre les Clippers et les Nuggets. Les Mavs qui menaient dans cette série, qui avaient été en position de se qualifier avant le Game 6, qui ont perdu lors du Game 6 et qui ont du coup reperdu au Staples Center hier soir, 126 à 111, malgré un très gros match de Luka Doncic. Messieurs, je suppose que vous avez regardé ou du moins suivi d'un œil intéressé le match. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette performance des Clippers? Est-ce que vous vous attendiez à ce que les Clippers passent dans ce match-là? Est-ce que vous avez été surpris par cette qualification? Moi, franchement, j'ai pas été surpris personnellement parce que déjà il y a un peu plus d'expérience côté Clippers. On a Kawhi qui est 2 fois champion. Paul George, ça fait presque, ça fait je sais pas 8 ans qu'il fait les playoffs. Donc non, j'ai pas été surpris. Euh, Surtout du coup grâce à l'expérience. Mais j'ai beaucoup aimé la prestation des Clippers. Parce que individuellement, ils ont presque tous été bons. Là, je saurais pas dire un joueur des Clippers qui a pas été bon dans ceux qui ont joué pas mal de minutes. On a vu Yves Kazuba qui est rentré pendant peu de temps, il a pas été bon, mais c'est pas très grave pour eux. Mais j'ai beaucoup aimé leur prestation, même si la série était bizarre, dans le sens où il y a pas une équipe avant ce match-là qui avait gagné à domicile. Non, j'ai bien aimé leur prestation avec le small ball. Ils ont mis en difficulté Porzingis, on pourra en reparler parce que c'était presque un plot hier et même pendant la série, pas une très bonne série. Euh, mais ouais. Et aussi, je voulais placer un petit mot, c'est pour Tyronn Lue. Parce que il a jamais été très euh, comment dire, très félicité, congratulé pour ses performances, notamment à Cleveland. Mais là, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé, avec l'absence de Serge Ibaka, quand même réussir à trouver des solutions, parce que Serge Ibaka pouvait vraiment être intéressant dans cette série, trouver des solutions. Donc avec, on a vu des fois c'était Batum en 5. J'ai beaucoup aimé ce qui a été proposé par les Clippers hier soir. Antoine, aussi un petit mot sur les Clippers avant de parler un peu plus amplement des Mavs, que ce soit Luka Doncic ou Klay Porzingis.
les Clippers qui ont pu se reposer sur un très bon Curry pendant toute la série. D'ailleurs, nous qui, comme Louis l'a dit, a fait quelques ajustements assez intéressants. Comment est-ce que tu as vécu un peu cette série? Une question un petit peu calou, est-ce que tu t'attendais à ce que les Clippers passent? Est-ce que tu pensais que les Mavs avaient créé la surprise au vu de l'énorme niveau de jeu de Luka Doncic? De la série, je voyais clairement les Clippers passer à l'expérience et même parce que leur effectif est bien plus complet. À 2-0 à l'extérieur, enfin, avec le troisième match à suivre à Dallas, je me suis dit que c'était complètement mort et au final, ils reviennent des enfers. On a eu un Kawhi qui s'est vraiment bien réveillé et un Paul George qui a été quand même constant sur toute la série. Je trouve qu'il a vraiment fait un bon premier tour de playoff pour le coup. Et pour vous dire, celui qui m'a le plus bluffé en fait sur cette série, c'est Reggie Jackson, que j'ai trouvé vraiment bon à l'extérieur au sein du backcourt des Clippers. Agréablement surpris du retour des Clippers, mais globalement déçu de la, de la physionomie en fait de cette série, où on a parfois senti que les équipes jouaient pas vraiment un très bon basket. Globalement, la physionomie avec les 6 premiers matchs perdus à domicile ont vraiment donné l'impression de deux équipes qui bégayaient un peu leur basket. D'un côté, un Luka Doncic qui était le seul à porter Dallas, et de l'autre, des Clippers qui étaient à moitié éteints, et à nouveau le fantôme de Choke City qui refaisait surface. Surpris que les Clippers se gagnent après avoir été menés 2-0, mais la logique est respectée pour moi. Ouais, tu le disais, les 6 premiers matchs qui ont été perdus à l'extérieur, ça ressemble un petit peu à une physionomie qu'on a vu dans un autre sport, en baseball, en MLB, où lors des finales des World Series d'il y a 2 ans, les Washington avaient battu Houston en gagnant strictement tous les matchs à l'extérieur. Je crois que ça n'avait jamais été le cas en NBA, et que du coup, si Dallas était imposé, ça aurait été la première fois de l'histoire. Je dis pas de C'est ça. bêtises. Ça aurait été la seconde fois de l'histoire du coup d'une grande ligue nord-américaine Ouais, et la exactement, première fois en NBA. la première fois en NBA, exactement. Louis, tu parlais tout à l'heure du fantôme de Porzingis et de Mavs décevants autour de Doncic. Comment est-ce que tu as vu un petit peu la performance des Mavs hier, où Luka Doncic a été énorme, il a mis 46 points avec 14 assists, mais c'est vrai qu'autour, Dorian Finney-Smith a 18 points, Christian Porzingis a 16 points, mais en difficulté. Comment est-ce que tu perçois un peu, comment est-ce que tu juges un petit peu cet effectif de Dallas autour de Luka Doncic? Trop incomplet, pas assez constant? Ouais, Comment est-ce que tu vois un petit peu ouais, leur jeu? il y a quelque chose comme ça, quelque chose de trop incomplet. Il manque quelque chose définitivement à Dallas pour passer un cap. Ils sont un peu dans la même range que Portland, je pense, en termes d'équipe aux portes d'être une équipe contender, mais qui n'est pas encore, parce que ben comme Dallas, comme Portland, il y a une dépendance à un seul joueur, et même s'il est incroyable, ça suffit pas pour pour passer un tour en playoff, je pense. Euh, N'empêche que c'est quand même incroyable ce qu'on a vu hier et ce qu'on voit même depuis un moment maintenant. Euh, c'est ce que fait Lucas, c'est vraiment un truc de fou. Il est super jeune. Il y a quelque chose de vraiment magique dans son jeu. Hier, il finit le premier carton à 19 points. C'était en fait, on avait l'impression que les autres jouaient au ralenti et que lui, il faisait un peu tout ce qu'il voulait. Et c'est vraiment fascinant. Mais ouais, quelque chose. Il manque clairement un asset à Dallas. Il y a Tim McMahon d'ESPN qui disait que hier, Porzingis en attaque, c'était un leurre. Et je pensais que ça résumait bien le rôle un peu de Porzingis hier, parce que on a vu quelques cuts backdoor quand euh, Boban venait se positionner au poste haut. C'était pas mal, mais c'est pas ce qu'on attend d'un mec qui est payé plus de 30 millions d'euros la saison. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose aussi. Euh, Est-ce que vous voyez un... Je pense que c'est pas bénéfique pour les deux franchises, mais pourquoi pas tenter. Un trade Porzingis-McCollum, je sais pas ce que vous pourriez en penser. Personnellement, je pense que ça pourrait être bénéfique aux Mavs, dans le sens où les Mavs Clairement. récupéreraient un arrière, récupéreraient un scoreur, ça ferait plus d'intensité offensive. Par contre, côté Portland, l'intérêt est vraiment minime. Comme disait Antoine un peu plus tôt,
déjà que Terry Stotts avait du mal à gérer des rotations avec Nurkic et Kanter. Si tu lui rajoutes Porzingis dans les pattes, Ouais. ça risque d'être compliqué pour lui de gérer. Là, oui, il serait très content d'être parti, surtout. Il souhaiterait bon courage à celui qui va le remplacer. Surtout qu'en plus, Porzingis, d'un point de vue plus défensif, quand tu as déjà Nurkic et Kanter dans le lot, bonjour les portes ouvertes, hein, ça va être compliqué. Et puis surtout que Kanter et Porzingis sont quand même lents enfin, ont quand même un profil plutôt lent, donc ça risquerait de faire doublon, quoi. D'ailleurs, en parlant du potentiel d'association Kanter-Porzingis, c'est pas quelque chose qui avait déjà été vu au Knicks il y a quelques années. Si, Onyx, exactement. Et ça n'avait pas D'ailleurs, marché. Michel, tant qu'on parle des Knicks, petite question comme ça pour mon plaisir personnel et pour avoir votre avis, parce que je pense que c'est intéressant aussi de revenir dessus. On se souvient du trade qui avait beaucoup fait parler entre les Knicks et les Mavs il y a quelques années. On avait directement déclaré les Mavs gagnants. Quelques années après, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Mavs sont vraiment gagnants de cet échange ou est-ce que New Pas York a du fait tout. une bonne opération de se débarrasser de Pas du tout. Je pense que c'est l'un des meilleurs trades de Knicks de ces 10 dernières années avec l'arrivée de D-Rose cette année. Les Mavs ont Bon, clairement perdu en change. objectivement, c'est pas très compliqué pour échanger. Oui, non, mais là, avec les yeux que j'avais il y a 4 ans, oui, clairement, ou 3 ans, oui, les Mavs étaient gagnants, mais là, pas du tout. Louis, même sentiment. Est-ce que tu penses d'ailleurs que, dans la même veine, est-ce que tu penses que les Mavs devraient se débarrasser de, de Christophe Porzingis dans les mois ou dans un futur proche? On sait notamment que Doncic devait signer une grosse prolongation cet été. Peut-être qu'un départ de Porzingis permettrait de libérer du cap pour amener une autre superstar au côté de Doncic. Ouais, bah, s'ils peuvent, ça pourrait être bien pour eux. Après, j'aurais tendance à quand même donner une seconde chance à Kristaps Porzingis. Euh, Sur cette série, il s'est fait exposer. Clairement, il y a eu le small ball de Los Angeles, des Clippers qui a fait que défensivement, c'était très compliqué pour lui d'avoir un impact. Et même quand ça drivait pour les Clippers, c'était compliqué pour lui d'avoir un impact. Mais j'aimerais bien lui donner une seconde chance. C'est quand même un mec, il y a 4 ans, je dirais, avant sa blessure contre les Bucks, on s'extasiait devant lui, il y avait quelque chose de nouveau avec lui. C'était un mec de 2,21 m avec des qualités athlétiques folles, qui shootait en plus. Même si là, il a fait une grosse contre-performance. Il y a des joueurs qui sont maintenant des gros joueurs qui ont déjà fait des contre-performances et j'aurais tendance à lui donner une deuxième chance. Et puis de toute façon, je vois très mal comment il pourrait partir. Avec ses 100 millions sur 3 ans et une player option à 36 millions, je crois. 36 millions. Ouais. Non, je vois très mal comment il pourrait partir. Et, Oui, écoutez, affaire à suivre l'affaire du l'affaire Mavericks dans les mois à venir pour voir quid de Porzingis et quid de la prolongation de Luka Doncic qui a d'ailleurs annoncé aujourd'hui, messieurs, qu'il allait participer au tournoi de qualification olympique avec la Slovénie. Donc, une bonne nouvelle pour son pays qui est en train de rejoindre la France, les États-Unis, d'autres pays lors du tournoi olympique de Tokyo au mois d'août. Messieurs, si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je pense qu'on va clore le dossier Clippers Mavericks pour embrayer vers le second tour. Et vu on vient de parler des Clippers, on va continuer sur leur série du second tour. Les Clippers qui, du coup, après avoir battu le Dallas, retrouveront Utah au prochain tour. Utah qui vient de se débarrasser des Grizzlies dans une série assez contrôlée. On avait eu peur au début parce que après que Utah ait perdu le premier match, mais finalement Utah a globalement déroulé. Messieurs, est-ce que vous avez un avis sur cette série? Est-ce que vous pensez que Utah va par littéralement favori, par un point au-dessus, ou est-ce que vous pensez que les Clippers, à l'expérience, derrière un corps de feu, peuvent encore faire douter le premier de conférence? Non, je pense que, ouais, comme tu dis, Utah est favori, mais c'est pas très très large. Je pense que les Clippers montent en puissance. Peuvent monter en puissance sur cette série. Déjà, ils ont eu du mal au début, on l'a vu. Il y avait surtout Kawhi Leonard qui a eu du mal en début de série contre les Mavs. Mais je vois quand même peut-être le Jazz favori, mais de peu, comme je disais. Je sais pas ce qui en est de la blessure de Serge Ibaka, parce qu'il pourrait être très important au secteur intérieur du Jazz.
je crois qu'il était doubtful hier, donc peut-être qu'il pourrait être, euh, peut-être qu'il pourrait revenir pour cette série, mais non, ça va être, je pense, déjà une très belle série parce que je vois les équipes quand même se Je, tenir je- 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 je t'interromps 2 secondes. Actuellement, sur le site d'ESPN, Serge Ibaka était en day-to-day. Ok, d'accord. Donc ouais, il va sûrement revenir. Enfin, probablement. Donc ça peut faire du bien aux Clippers, ça. Et ouais, je vois bien aussi, enfin j'aimerais bien aussi, c'est garder un œil sur Gobert, parce qu'on a vu bah, les intérieurs des Mavericks en difficulté face au small ball des Clippers, avec parfois même 5 joueurs au-delà de la ligne à 3 points en attaque. Donc pour Gobert, c'est très compliqué de défendre ça, même s'il il commence à progresser à ce niveau-là. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Ça va être très intéressant, je pense. Mais ouais, je vois quand même les Utah s'imposer en 6 quelque chose comme ça. Voilà, est-ce que tu es d'accord avec Louis? Est-ce que tu penses que Gobert va être l'un des éléments clés de cette série, dans le sens où, comme l'a dit Louis, pas vraiment d'intérieur pur si Ibaka ne revient pas du côté des Clippers, c'est un Gobert qui peut être totalement dominant. Est-ce que tu vois vraiment Gobert comme le facteur clé dans cette série? Ouais, je suis assez d'accord avec Louis. Si on m'avait posé la question avant, j'aurais fait Utah in 6. Je pense que Utah passera en 6 matchs. Gobert sera intéressant à voir. Effectivement, les intérieurs des Mavs ont eu quelques problèmes avec le small ball des Clippers. Mais on a vu Gobert, en tout cas cette saison, savoir défendre sur les extérieurs. On l'a vu d'ailleurs contre les Suns où il a fait une très grosse bâche sur Booker, il me semble. Donc on sait qu'il sait défendre sur les plus petits que lui. Et puis on sait aussi il fait, il devient de plus en plus une option offensive crédible du côté du Jazz. Euh, Comment Spider Mitchell lui donne beaucoup plus la balle qu'avant, donc c'est quand même intéressant. Et je miserais aussi sur un Jordan Clarkson étincelant qui pourrait être aussi une clé et venir vraiment embêter ce banc des Clippers qui n'est peut-être pas prêt pour affronter le 6e homme de cette année. Donc avantage Utah. Alors, messieurs, vous en parlez aussi un peu tout à l'heure, mais avec la possibilité de voir Nico Batum au poste 5 en cas de small ball, un duel de Batum-Gobert à l'intérieur, ça vaudrait quand même le détour. Ce serait quand même quelque chose d'inédit. On en rêverait. On en rêverait de le commenter en direct, voir le Batum Gobert chaud. Honnêtement, je pense que Nico Batum, il n'en rêve pas, hein. Je pense que tous les soirs, il a plutôt peur de ça, mais Oui, je pense que Gobert pourrait construire des immeubles dans sa tête là. ouais, totalement. Je pense que là, c'est du BTP bien pur, bien simple. C'est quelque chose. Tu parlais justement du banc. Comme tu l'as dit, le Jazz a un banc vraiment solide autour de Jordan Clarkson et Joe Ingles notamment, qui étaient tous les deux finalistes pour le titre de 6 de l'année. Côté Clippers, c'est un petit peu plus faible. Est-ce que ça peut être aussi une des clés de ce match, justement, l'impact des bancs et la capacité à Utah de scorer, même sans ses stars sur le terrain? Oui, moi je pense qu'ils auront leur carte majeure à jouer au début de deuxième quart-temps, où ils pourront creuser un écart qu'ils n'auront peut-être déjà fait en début de match à la fin du premier quart-temps, et puis accroître leur avance lors du deuxième, avec on sait Joe Ingles, il a un shoot monstrueux, le, le joueur du Jazz, donc je pense que notamment avec son banc, Utah pourra passer. Louis, même sentiment. Tu penses que le banc des Clippers sera trop faible et que intrinsèquement et globalement, Utah est collectivement Ouais, sera enfin, assez je pense facile. que le banc du Jazz est au-dessus, clairement, par rapport à celui des Clippers, mais je vois pas. Je pense pas que ça va être un gap aussi énorme qu'on pourrait croire, parce que on a vu par exemple bah, hier Terrence Mann qui a été hyper important, et aussi euh, les Clippers souvent jouent avec une rotation, enfin j'ai l'impression c'est une rotation à 7 ou 8 max, donc il y a souvent, on peut toujours avoir soit Kawhi soit Paul George sur le terrain, donc la différence du banc sera peut-être pas aussi définitive que ça, je pense, dans, enfin c'est ce que je pense quoi. Et sur un dernier mot sur cette série, on peut parler un dernier mot plutôt je de pronostic, mais avant, on peut juste te dire qu'il y a aussi le facteur mental qui peut jouer par rapport aux Clippers. On sait que les finales de conférence, c'est un petit peu une barrière inatteignable pour eux, donc à voir si cette fois ils arriveront à en sortir. Vous avez déjà donné votre pronostic, vous maintenez tous les deux le Jazz en 6 matchs, c'est ça pour vous? C'est ça, ouais. Ouais, exact.
Ouais, bah écoute, je m'accorderai aussi avec vous à dire que le Jazz pourrait passer en 6 matchs, même si les Clippers se démériteront sûrement pas. Messieurs, deuxième série à l'Ouest, une série qui sur le papier semble nettement plus serrée, enfin du moins de mon humble avis. Suns Nuggets, le deuxième de conférence contre le troisième, les Suns, on en a parlé, qui ont sorti le champion en titre, Los Angeles, et donc la bande à LeBron James. Face aux Nuggets, les Nuggets qui ont sorti les Blazers. Qu'est-ce que vous pensez de cette série? On sait notamment que Nikola Jokic sera une des clés côté Nuggets. Est-ce que vous pensez que Nikola Jokic peut réussir à faire déjouer le collectif des Suns? Ce sera suffisant pour permettre à Denver de réatteindre à nouveau la finale de conférence. Ouais, c'est sûr que Nikola Jokic sera une clé de la série, mais j'ai un feeling bizarre avec cette série. Je pense vraiment que ça va être du basketball super beau, vraiment exceptionnel. J'ai vraiment hâte de voir les matchs entre les Suns et les Nuggets. Mais par contre, je vois vraiment pas. Mon pronostic est tellement indéterminé, je saurais vraiment pas dire qui je vois l'emporter. Euh, mais du coup, si je dois choisir quelqu'un, une équipe, je dirais les Suns en 7. Il y a l'avantage du terrain, si je ne me trompe pas. Il y a l'avantage du terrain, ouais, je crois. Ouais, ils sont Euh, deuxième et Nuggets ouais, c'est ça. troisième. Il y a l'avantage du terrain, donc il y a déjà ça qui peut aider, mais je sais pas, je vois vraiment quelque chose comme, ouais, vraiment un truc, une série super serrée et super difficile à pronostiquer. Après, va falloir aussi, c'est un duel qui va beaucoup m'intéresser, moi, c'est le Ayton Jokic, parce que Ayton monte en puissance clairement cette saison, mais en face, il y a un candidat MVP et un pivot super dur à défendre parce qu'il sait tout faire en fait. Donc ouais, il y a cette match-up qui va m'intéresser beaucoup pour la série. Antoine, on va pas s'éterniser sur cette série parce qu'on a déjà parlé un petit peu des deux équipes dans les news quand on a parlé de la série qui était sortie. Mais Antoine, est-ce que tu as un petit peu le même sentiment? Est-ce que tu penses que la série ira 6 voire 7 matchs malgré l'absence de Nikola Jokic et d'un supporting cast peut-être un peu moins important côté Nuggets pour le Serbe Nikola Jokic? Ouais, moi je pense que ça va aller en 7 et j'aurais dit les Nuggets. On sait que l'année dernière ils avaient été hyper endurants sur plusieurs séries et qu'ils avaient réussi à sortir 2 fois, il me semble, des équipes en 7. Donc ils ont l'habitude de ces séries qui durent et de gérer le stress. Ma seule inquiétude, ça sera de voir un Facundo Campazzo qui n'a pas été incroyable lors de la première série, enfin lors de la série précédente. Au contraire de Monte qui est bien monté en puissance. Et puis il faudra un grand Michael Porter Jr., je pense, pour supporter Jokic dans ses œuvres. Donc Nuggets en 7. Bah, écoute, j'aurais aussi tendance à partir sur les Nuggets aussi en 7 matchs, une série qui risque d'être affreusement serrée. Et petite mention pour quand même ce duel de passeurs exceptionnel qu'on risque d'avoir si Campazzo revient en forme et que Chris Paul était épargné par ses pépins physiques qui se fait assez vite. Parce que ces deux-là, en termes de caviar, ça risque de faire beaucoup, beaucoup de highlights pour ce deuxième tour. Mais si on va directement se diriger vers la conférence Est avec des séries qui ont déjà commencé ces derniers jours. La première des deux qui avait commencé, c'était la série entre les Bucks et les Nets, avec un match 1 remporté par Brooklyn. Brooklyn qui s'était qualifié en sortant les Celtics, du coup, tandis que les Bucks avaient sweepé Miami en prenant leur revanche sur la demi-finale de conférence de l'année dernière. On a déjà pu un petit peu voir quelques tendances se dessiner par rapport au Game 1, messieurs. Un avis, est-ce que vous pensez que que les Bucks seront en mesure de stopper le Big Free de Brooklyn? Ah, ça va être très compliqué, je pense. Surtout si Mike Budenholzer change pas un peu sa philosophie au niveau du temps de jeu de ses cadres. On a vu que les Bucks étaient capables. Le premier quart-temps, ils le gèrent, ils sont rattrapés, il finit à peu près à égalité, je crois, le premier quart-temps samedi soir. Mais ils étaient devant, donc on sait qu'ils sont capables. En plus, il y a eu Chris Middleton était très. J'aimerais pas dire c'est de la fatigue, mais il n'était pas droit en gros. Mais voilà, je pense que la clé pour renverser, pour faire que la série soit disputée, c'est Mike Budenholzer. Il faut qu'il change un peu sa manière d'approcher les playoffs. Antoine, peut-être un avis aussi sur la série. Est-ce que
tu penses que Giannis Antetokounmpo peut contrer le poids des troisièmes de force des Nets? On sait que, si je dis pas de bêtises, le trio Irving, Devin Durant a tourné à plus de 89 points sur Ça, c'est un record all-time. la première série, c'est un record all-time, donc ça serait peut-être compliqué, mais est-ce que tu penses que Giannis Giannis ou les autres d'ailleurs, son supporting cast peuvent réussir à contrer ça? Parce que ça De risque toute d'être une série façon, quand même assez offensive. Hein. de toute façon, on le savait. C'est clairement une affiche au moins en 4 des All-Star Games. C'est assez incroyable le nombre de pépites qu'il y a sur le terrain. Contrer le Big 3, voire le Big 2, ça me paraît vraiment impossible. À part si les Bucks élèvent un niveau de fou en défense et qu'ils se mettent à gratter chaque ballon comme des chiens fous. On sait quand même que Jrue Holiday et Giannis sont quand même des bons défenseurs de base. Hein. Jrue Holiday, il se mettait en tout cas lui-même dans la course au Defensive Player of the Year. Mais défendre sur trois mecs qui prennent feu chacun à leur tour, c'est purement impossible pour moi. Et je vois bien les Nets passer en 5 malgré l'absence de Harden, au moins pour le match 2 et peut-être pour le match 3. Et juste pour donner un petit peu quand même d'espoir aux fans des Milwaukee, on se rappeler que cette saison, les Bucks se sont pas posés 2 fois contre les Nets en saison régulière et que Giannis s'était littéralement baladé. Hein. Il tournait à plus de 39 points de moyenne, plus de 10 rebonds et environ 5 passes. Et les Nets avaient eu beaucoup de problèmes à Et défendre. la différence qu'on va avoir là pendant cette série, c'est que Blake Griffin est redevenu Blake Griffin et qu'il est revenu à un très bon niveau. Ouais, et aussi, la différence avec la saison régulière, c'est qu'en saison régulière, le Big Three n'était pas au complet. Exactement. Donc, un peu plus de problèmes à défense. Donc, Antoine, tu nous as dit une série en 6 matchs pour les Nets. Et en 5 matchs. En 5 matchs, Les Bucks prendraient bien celui de ce soir d'ailleurs. Louis, un avis aussi sur la série, un pronostic? Non, je vois ça un peu plus serré, je dirais. J'aimerais tellement que cette série aille en 7 et j'ai envie de faire confiance à Mike Budenholzer. Mais ce serait Brooklyn en 6. Allez, Brooklyn en 6. Brooklyn en 6, pour moi aussi. Les Bucks prendront plus d'un match, mais je doute les Bucks prendront au moins 2 matchs, mais je pense pas qu'ils arrivent à pousser les Nets au match 7. Messieurs, dernière série de ce premier tour dans laquelle on n'a pas encore parlé, et 2 franchises dans laquelle on n'a pas du tout parlé d'ailleurs aujourd'hui pour l'instant. Sixers Hawks, les Sixers qui sortent d'une série gagné 4-1 contre Washington, les Hawks qui ont réussi à renverser les Knicks. 2 franchises qui sur le papier sont assez loin, et pourtant au premier match, les Hawks ont battu Philadelphie derrière un grand triangle. Mais est-ce que vous pensez qu'Atlanta peut créer la surprise, ou est-ce que vous pensez que les Sixers vont se reprendre dès le prochain match et ensuite dérouler? Je pense que sur une série, ça va être très compliqué pour Atlanta parce que je pense que intrinsèquement, l'effectif des Sixers est au-dessus. Mais je vois pas quand même les Sixers prendre les 4 prochains. J'ai l'impression que je veux des matchs 7 partout, mais je vois quand même les Sixers s'imposer en 6 ou en 7. Reprendre le dessus grâce à l'effectif supérieur selon moi. Antoine, est-ce que tu penses aussi que que Philadelphie va redresser la barre, ou est-ce que tu penses qu'Atlanta peut surprendre énormément et pousser cette série jusqu'en 7 pour pourquoi pas espérer une qualification? C'est vrai que sur le papier, c'est carrément déséquilibré. Et on se dit que Embiid va faire un chantier complet. Mais j'ai trouvé Capella assez concerné sur ce match. Il a fait vraiment du bien à Atlanta et il est l'un des artisans de la victoire des Hawks, même si en bilan strict, il a -4. Mais les Hawks sur ce match ont profité de leur adresse aussi avec un Bogdanovic et un Trae Young assez adroit, comme Kevin Huerter d'ailleurs. Ils ont fait leur match, mais j'ai peur que, ouais, comme disait Louis, sur une série complète, ça soit insuffisant. Il y a trop de bons joueurs et de collectifs créés depuis maintenant un certain nombre d'années du côté de Philadelphie pour laisser passer cette chance de passer contre des Hawks qui sont sur le papier plus faibles. Bien sûr, un petit pronostic avant de conclure là-dessus. Victoire des Sixers, du coup. Ouais, victoire des Sixers, je pense. Ouais, victoire des Sixers en 6. Allez. 6. Ouais, ça peut. Moi, j'aimerais bien voir cette série aller en 7, juste pour voir un Il y en a triangle en beaucoup qu'on feu. aimerait aller voir en 7. Je pense qu'à ce niveau de la compétition, n'importe quelle série en 7, ça serait agréable. Puis avec les supporters de Philadelphie, on l'a vu au premier match, c'était incroyable. Ça,
ça faisait trop plaisir d'en voir autant de supporters. C'est vrai que le retour des fans pendant les playoffs, c'est un truc qui avait monté les nerfs dans la bulle et c'est particulièrement appréciable. Mais si on a légèrement dépassé les 48 minutes, on a légèrement dépassé la fin du match, on est directement rentré dans l'overtime. Et du coup, on va poursuivre dans cette overtime pour diriger vers le quiz, le fameux quiz de fin d'émission. Je vais essayer de vous régaler avec quelques petites questions, quelques petites questions sympas et quelques petits jeux intéressants. Messieurs, avant de rentrer sur le thème du jour, 2 petites questions liées à l'actualité pour voir si vous avez quelques souvenirs. Messieurs, c'est avec l'élimination de LeBron James au premier tour et la sortie de Curry lors du play-in, ça va être la première fois depuis un certain nombre d'années que les deux ne se retrouvent pas en finale. Est-ce que vous savez quelle est la dernière finale sans Curry ou LeBron? Oui, 2010. Exactement. Est-ce que tu peux nous donner les deux équipes qui s'étaient affrontées à ce moment-là? Les Spurs, non? Absolument pas. C'était Lakers 2010, Celtics. les Suns, non? C'est Lakers les Suns? Celtics. Exactement, c'est Lakers Celtics avec une victoire des Lakers. Ça remonte, hein. Ça remonte déjà. Ça C'était remonte, Kobe. effectivement. Kobe, Mais oui, Jordan et Kobe, exceptionnel. j'ai la stat parce que c'est vrai qu'on l'a sorti sur Wii Sport il y a pas longtemps, ça. Non, mais les gars, genre 10 ans que LeBron ou Curry se partagent les finales en présent, c'est pareil. Je crois qu'avec la sortie du Heat, c'est la première fois depuis 5 ans ou quelque chose comme ça que Iguodala n'est pas en finale non ouais. plus. C'est assez ahurissant ce genre de stats. Mais j'ai une deuxième petite question. Celle-là est légèrement plus technique. Messieurs, parmi toutes les franchises encore qualifiées en playoff, il y en a la moitié qui n'ont jamais remporté le titre et l'autre moitié qui n'ont pas remporté depuis un certain temps. Est-ce que vous savez à quand remonte le dernier titre d'une des franchises encore qualifiées actuellement? Pour vous donner un indice, parce que la question était quand même assez compliquée, la franchise en question, c'est les Sixers. Est-ce que vous savez à quand remonte le dernier titre? Ah, mais c'était il y a 40 ans, les Sixers. C'était il y a environ 40 ans. Est-ce que tu as l'année précise? Non, 2021, 88. C'est légèrement plus ancien que ça. Louis, est-ce que tu as une Je dirais 83. Et c'est ça, c'est 83. Ouais. Dernier titre des Sixers en 83, avant au tout début de l'élimination Sixers. À l'ouest, on a Utah qui n'a jamais remporté de titre. On a les Clippers. Ouais, on a les Nuggets et les Suns non plus, en fait. Aucune franchise à l'ouest. Aucune franchise à l'ouest, c'est ça. Une franchise à l'ouest sera peut-être sacrée pour la première fois. Ouais, côté Est, les Nets n'ont jamais remporté le titre. Les Sixers, ça remonte à 83. Les Bucks à 71 et les Hawks à 58. Les Hawks à 58, hein, donc c'est assez ancien. Incroyablement vieux. Ouais. Et ça fait du bien à la NBA. Ça fera un champion quasiment inédit, depuis un certain temps. Surtout si les Sixers ne vont pas au bout, ça fera un champion qui n'a pas remporté le titre depuis on risque quand même d'avoir un champion inédit cette année. Ouais, ça risque. On croise Messieurs, le petit thème du jour que je vous ai concocté, aujourd'hui on est le 7 juin, le jour où cette émission est enregistrée. Et aujourd'hui, messieurs, c'est l'anniversaire d'un très grand joueur NBA qui s'appelle Allen Iverson. Exactement. Je vous ai concocté un petit quiz avec des petites questions autour d'Allen Iverson. Messieurs, on va commencer. J'espère que vous êtes un petit. Est-ce que vous êtes un petit peu calé sur Allen Iverson ou... Oui, on sait que c'est lui qui a apporté le dress code en NBA. Hein. C'était une des questions de la fin, mais ça Oui, quelques connaissances sur Iverson aussi ou c'est un petit peu compliqué? Je pense pas trop, non. Ok. Bon, déjà, on va commencer très très simple. Est-ce que vous pouvez me donner son année de draft et son choix de draft? En quelle position il a été né, en quelle année? Il a été drafté en 96. Exact. Est-ce que tu as la position aussi? Position... En 3, non? 3, ouais, j'aurais dit 3. Et non, il a été drafté en première position. Okay. C'était le premier choix de la 96. C'est ça. Alors 96 extrêmement stack, hein, avec du Kobe, beaucoup de joueurs. C'était une très belle promotion, oui. Ah, c'est une des plus belles promotions de l'histoire et c'était intéressant. Messieurs, est-ce que vous connaissez la fac d'Allen Iverson? Dans quelle université il a évolué? Alors là... Je crois que je vois le maillot en plus. Non. Ouais, le maillot bleu. Oui, bleu, et il y a du jaune aussi, non? C'était aussi la fac de Patrick Ewing. Ça peut vous aider? Non, j'aurais pas. Georgetown? C'est ça, c'est Georgetown. Ouais. Exactement. Tu vois, je te dis, le maillot bleu, le Patrick Ewing, comme ça. Mais si, est-ce que vous connaissez, c'est la dernière facile, après on va complexifier un peu les choses. Est-ce que vous connaissez le numéro de maillot d'Allen Iverson? Ah oui, le 3. Le 3. Et
un tout petit peu plus pointu, est-ce que vous savez avec quel autre numéro il a évolué lorsqu'il était au Pistons? Celle-là est beaucoup plus En pointu. fin de carrière aux Pistons. Ouais. En- Mais à part ça, quand il était, quand il était dans d'autres franchises, il évoluait avec le 3, mais Pistons, il n'avait pas le 3. Il avait pas le 1. Exactement, il Ouais. avait le 1. Tu vois, c'était pas si mal sur la personne. Je connais C'est pas plutôt si mal. bien. Je connais plutôt bien. Messieurs, est-ce que vous pouvez me citer toutes les franchises dans lesquelles Allen Iverson a joué en NBA? Je Petit sais indice, il y en a 4 Il y a je sais qu'il avait fini en NBA en NBA, ouais. parce qu'il avait joué en Europe aussi. Je crois que j'ai Ouais. les 4, ouais. Déjà- Dis-moi si t'as les 4. Il y a Sixers, Grizzlies, Nuggets et Pistons. Exactement ça. Il a fait Sixers, puis Nuggets, puis Pistons, Ok. et après il a fini Grizzlies. Et Antoine, tu me parlais d'un club européen. Est-ce que tu Ouais. as ce club européen dans lequel il Ouais, a je me joué? souviens. Je me souviens. C'était au tout début où je suivais le basket européen. C'était le Beşiktaş. Exactement, il est fort. Ouais. Il est fort. Ah, vous en tirez pas si mal. Vous en tirez pas si mal. Messieurs, j'ai encore 2 petites questions. Est-ce que vous connaissez son record de points en carrière? Celle-là, elle est très technique. Oh. Non. Oh, son record de points, ouais, il a au moins tapé les 45. Je dirais 45. C'est plus haut que 45. Ouais, C'est assez un point plus haut. Non, franchement, je saurais pas dire. Ouais, celle-là est vraiment très pointue. C'est 60 points contre le Magic. Ah oui. Ah oui, j'étais loin. Et dernière, juste pour le plaisir, parce que je trouve l'anecdote assez sympa. Est-ce que vous savez pourquoi on le surnomme The Answer? Non. Il y avait pas Ah, quelque si, chose. j'aurais- Il y avait pas quelque chose avec qui arrivera un jour à passer Michael Jordan? Bah, c'est très très fort parce que c'est exactement ça. Ouais, C'était c'est après le cross ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est grâce à son équipementier Reebok qui avait fait une campagne de pub au pub autour de du coup, qui sera le successeur de Michael Jordan et du coup, c'est la réponse The Answer à cette question. Très très fort ça aussi, Louis. Antoine, j'en ai une dernière petite Technique. Antoine, j'ai une dernière petite pour toi parce que je pense que ce sera plus simple pour toi que pour lui. Est-ce que tu sais qu'Allen Iverson a fait du rap? Il a fait plusieurs albums. Oui. Est-ce qu'à Twitter, tu connais son nom de rappeur avec Bah lequel il a oui, fait on l'a sorti sur Wisport cet article, c'est J. Wells. Il est très fort, il est très fort. Non, vous en tirez plutôt Je bien savais pas du tout ça. sur Iverson. Ça va, vous avez un bon résumé de sa vie là. Vous avez tous les pans de sa personnalité à Ça l'université. commence pas mal. Bon, messieurs, Personnage suivant. on va se terminer sur un petit devine le joueur. Je vais vous raconter l'histoire d'un joueur et vous devez me trouver qui c'est. Ok. Je vais faire tout le déroulé de sa carrière, enfin tout le déroulé de sa vie un petit peu. Et dès que vous pensez l'avoir, vous me dites stop ou vous me dites son nom et je vous dirai si c'est lui ou pas. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien, parfait. Allons-y. Louis, prêt aussi? Ouais. Allez, allons-y. Alors, je suis né le 7 juin 1992 à Tampa, en Floride. Mais je ne grandis pas longtemps en Floride. Je déménage très rapidement dans le Texas et je m'installe à San Antonio avec ma famille où je grandis. Je rejoins ensuite la Karen Wagner High School, puis je prends la direction de la NCAA en 2010, où je rejoins l'université de Tulsa. Dominant la conférence USA, je demande alors un transfert pour rejoindre l'université de Missouri et ainsi me frotter aux meilleurs prospects universitaires dans la conférence SEC. Nous sommes alors en 2012 et ma carrière va prendre un léger tournant. Je réalise ma meilleure saison universitaire en carrière et ma cote monte. Elle monte tant et si bien que je m'inscris à la draft 2014. Lors de cette draft, je suis choisi au deuxième tour, 46e position par les Wizards de Washington. Néanmoins, je ne jouerai pas à Washington, car le soir même, je suis échangé du côté des Lakers contre du cash. Ma carrière est donc destinée à évoluer du côté de la Californie. Néanmoins, lors de ma saison rookie, je peine un petit peu à m'installer dans l'équipe. Je connais quelques passages en D-League, et qui est donc l'ancêtre de la G-League, mais au final, j'arrive à faire mes preuves. Lors de ma saison rookie, je démarre 38 matchs en tant que starter dans le backcourt. Dans ce backcourt, je forme un duo un peu spécial avec Jeremy. En effet, lui et moi, nous sommes le premier duo afro-asiatique à évoluer en NBA en tant que starter. Et afro-asiatique, oui, car je tire quelques origines philippines de ma mère, qui, grâce à elle, maintenant, je peux représenter ce pays avec laquelle je joue ma sélection nationale. Au terme de ma première saison rookie, j'intègre la All Rookie First Team, puis après je fais mes preuves. Les Lakers m'offrent en effet un contrat de 50 millions sur 4 ans, Ok, sur 4 ans le 7 je crois que j'ai. juillet 2016. Dis-moi, Nick Young? c'est pas Nick Young. C'est pas Nick- Ok. Petit indice, petite piste, retenez bien qu'il joue actuellement pour les Philippines en équipe nationale.
Ça peut vous mettre un puce à l'oreille, peut-être. Il joue pour qui? Il joue pour les Philippines en équipe nationale. Parce que avec Lee, il formait le premier duo afro-asiatique, parce que Ok. sa mère de des Philippines. Je pense que tu l'as si tu as dit Philippines. Non? J'ai une petite idée, mais continue pour voir. Continue un petit peu, mais c'est risque de l'avoir. Donc après avoir signé cette prolongation de contrat avec les Lakers de la Côte-Nord sur 4 ans, 2 années après, en février 2018, je suis tradé à Cleveland chez les Cavaliers en compagnie de Larry C'est bon, Nance je l'ai. dans le deal qui amène à Isaiah Thomas. Dis-moi. Est-ce qu'il joue à Utah? Et effectivement, il joue Vient actuellement à de Utah. remporter le titre de 6e homme. Exactement. Est-ce que ça serait pas Jordan Clarkson? Et oui, c'est Jordan Clarkson. Magnifique. Exactement. Ah, il a été Ouais. draft par les Wizards de Washington. Ok, il a été drafté Eh ouais. loin. Et d'ailleurs, Ouais, c'est la même promo que Jokic. Je crois bien que quoi, c'est la draft 2014 du coup. Ouais, c'est ça. Ah, bah, je l'ai sous les yeux. La même promo que Nurkic, la même promo que Spencer Dinwiddie, 38e Dinwiddie. Dinwiddie, Jeremy Grant, 39e. Ah, on a une C'est promo assez incroyable aussi là, Ah, en termes de mais- style. Ouais, donc pour finir, c'était ça, c'était rejoindre les Cavaliers en 2018, les finales, les perdu contre les Warriors. En 2019, tradé au Jazz contre Dante Exum, s'affirme alors comme une grande menace Mhm. offensive et signe une nouvelle prolongation jusqu'à la consécration cette année avec la domination à l'ouest et un titre de 6 premier de l'histoire de l'Utah. Magnifique, Jordan belle carrière. Clarkson. Ah Ouais. ouais. Est-ce que vous savez qu'il évoluait pour les Philippines Du tout. J'en avais avant entendu parler. Ouais. Louis, est-ce que tu sais, c'est une information que tu avais ou c'est un Non. truc que tu sais? Non, vraiment pas, non. Ouais, bah en même temps, les fois, il a fait le choix des Philippines, je crois qu'il avait fait des Jeux asiatiques il y a quelques temps avec eux. En même temps, c'est un choix intéressant. Au moins, il est sûr de jouer. Ouais, c'est sûr que là, s'il n'est pas titulaire ou star aux Philippines, c'est qu'il a posé des questions sur la Philippines. Sans vouloir dénigrer les Philippines, on passe le bonjour à tous nos amis philippins qui nous écoutent. Bon, messieurs, je pense qu'on On les arrive. embrasse. Ouais, on les embrasse. Messieurs, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ça. Très agréablement, surtout par vos performances dans le quiz. Hein. Peut-être que j'essaierai de corser un petit peu les questions pour la prochaine fois. En tout cas, j'étais très Avec heureux, messieurs, plaisir. de vous retrouver sur les ondes de son personnage. Merci Antoine et merci Louis pour cette participation à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais, Merci à absolument. toi, c'était très bien ficelé. C'était super, ouais. Merci beaucoup. Nickel, les gars. Bah, écoutez, messieurs, on se retrouve dans quelques jours, dans quelques temps pour une nouvelle émission Ouais, on l'espère. de Dans la raquette. On espère le plus tôt possible. Chers auditeurs, on vous dit à très bientôt, on vous dit à très vite. On vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt sur les ondes de 100% Live pour toujours plus de sport et toujours plus de passion. À bientôt.